Il fait en moyenne 5 degrés de plus en ville qu'à la campagne. Les îlots de chaleur urbains, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les citadins les connaissent bien, surtout l'été, évidemment. Parce que si les épisodes de chaleur n'épargnent plus personne, en ville, ils sont encore pires. L'écart de température nocturne, notamment entre ville et campagne, est énorme. Il peut même atteindre 10 degrés en pleine canicule. Et quand on connaît la trajectoire climatique que l'on est en train de prendre, on peut bien imaginer que cette situation ne va pas s'arranger. Alors, comment faire pour que les villes restent vivables? Quelles sont les solutions? Et comment les toitures-terrasses peuvent-elles apporter leur pierre à l'édifice? Bonjour, bienvenue dans cette première émission organisée par la rédaction d'Étanchéité Info. Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons 4 invités. Bonjour à tous. Bonjour. Yannick Bex, vous êtes vice-président de l'ADIVET, Association pour la végétalisation de l'îlot bâti et des infrastructures, et cofondateur et dirigeant d'Urbélian, cabinet d'ingénierie du bâtiment vivant. Julien Bigorgne, vous êtes ingénieur environnement au sein de l'atelier parisien d'urbanisme. Emmanuel Bozonnet, vous êtes professeur des universités à l'université de La Rochelle, au sein notamment du laboratoire commun Tipeee-LASI que vous dirigez. Et enfin, Rémi Perrin, directeur R&D de Soprema, un des principaux industriels spécialisés notamment dans l'étanchéité et les solutions pour l'exploitation des toitures terrasses. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Julien Bigorgne, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi en fait il fait plus chaud en ville et pourquoi ça se manifeste surtout la nuit? Alors, la question de l'îlot de chaleur, c'est vraiment la modification locale du climat par l'artificialisation. C'est-à-dire que quand on commence à faire une ville, à transformer un espace naturel en ville, on a des surfaces minérales qui sont utilisées pour les sols, pour les bâtiments. Donc, tout ça, ça va capter la chaleur. Enfin, en tout cas, ça va absorber le rayonnement lumineux et ça va le restituer sous forme de chaleur. Donc on a ce phénomène un peu qui est plus un phénomène d'inertie climatique en réalité. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, hein, les pics sont plutôt identifiés la nuit en réalité. Donc finalement, l'îlot de chaleur, souvent on le qualifie comme un problème de refroidissement des villes. C'est-à-dire que la ville, contrairement à la campagne, elle n'arrive pas à se rafraîchir la nuit parce qu'elle a trop stocké d'énergie. C'est ça, en fait, c'est le phénomène d'inertie qui fait que la chaleur est rejetée pendant la nuit, finalement. Elle est stockée la journée et rejetée pendant la nuit. Oui, c'est une des composantes. Alors, c'est pas la seule. Hein. Une des grosses composantes, c'est aussi la perte du cycle de l'eau, qui est quand même une composante très importante. Parce que, en gros, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer, du point de vue climatique, on va comparer la ville à un milieu non perturbé qui serait par exemple une forêt. Dans une forêt, vous avez un cycle de l'eau et le cycle de l'eau, c'est notamment des réserves utiles qui vont être dans les sols et qui vont être mobilisées par les végétaux. Donc c'est tout ce qu'on raconte autour de l'évapotranspiration, mais c'est ce cycle de l'eau qui fait que finalement le système le plus résilient quand il fait très très chaud, c'est effectivement le système forestier. Vous avez des arbres qui sont capables de mobiliser des réserves en eau, qui sont arrivés sur les sols 6 mois auparavant, pendant les saisons où il fait plus froid ou les saisons un peu plus pluvieuses. Donc ce cycle de l'eau, il n'existe plus en ville. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand il pleut en ville, l'eau part à l'égout. Donc, l'eau est devenue un déchet. Donc, l'eau est plus capitalisée pour l'évapotranspiration. Donc, il y a un peu ces deux phénomènes. Et puis, un troisième phénomène qui est la consommation d'énergie. La consommation d'énergie en ville, ça se termine toujours en chaleur. Donc, notamment, alors les véhicules thermiques, hein, évidemment, on connaît bien. Mais aussi, effectivement, la climatisation, qui est finalement le rejet de chaleur. Donc j'utilise de l'énergie, là en l'occurrence électrique, et puis ça se termine en rejet de chaleur. C'est et donc ça qui aggrave. Voilà, donc là après c'est le phénomène qui s'auto-entretient. Voilà. Et est-ce que aussi la morphologie urbaine, en fait, la forme des bâtiments, leur hauteur plus ou moins grande, etc., ça participe aussi à la génération de surchauffe en fait dans la ville? Ou peut-être dans une moindre mesure? Si. En fait, ça va donner des caractères climatiques à l'îlot de chaleur. C'est-à-dire que si vous avez une zone d'activité, par exemple, avec que des bâtiments de plein pied, des bâtiments bas, etc., vous aurez un îlot qui sera très prononcé en journée et en fait, la nuit, a priori, vous aurez plus de latitude à rayonner vers le ciel. Donc, en gros, l'îlot se déchargera plus rapidement, toutes choses égales par ailleurs. Inversement, dans une ville où vous avez des configurations qu'on appelle plus le canyon urbain, où vous avez par exemple des bâtiments hauts, des rues qui peuvent être assez étroites, voire enclavées,
Là, les phénomènes d'inertie fonctionnent assez différemment, mais le rayonnement que vous allez rechercher la nuit pour évacuer la chaleur, le rayonnement vers le ciel, en fait, est beaucoup plus contraint dans ces formats-là. Donc, en gros, on a des typologies qui sont assez différentes, mais le problème est toujours le même, c'est-à-dire que vous avez un flux lumineux qui arrive sur une surface, et la question, c'est qu'est-ce qui est absorbé, qu'est-ce qui est rayonné. Et alors, les différents types de villes donnent différents types de climats, mais globalement, effectivement, il y a ce système de stockage, d'émission de chaleur par les habitants, enfin, par l'usage de l'énergie par les habitants, et puis la perte du cycle de l'eau. Donc tous ces éléments-là font que, effectivement, comme vous l'avez dit, on va avoir des écarts de température qui peuvent être très importants, et les pics en général, c'est effectivement en fin de période de refroidissement, donc c'est en fin de nuit où on a les écarts les plus importants avec les zones, je dirais, périphériques ou non impactées par l'îlot de chaleur urbain. Mais alors du coup, on imagine qu'il y a quand même des solutions, hein, on espère en tout cas. Et du coup, pour mettre en œuvre les bons leviers aux bons endroits, il faut quand même réfléchir à une question d'échelle. Emmanuel Bozonnet, on différencie notamment dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains une échelle de climat urbain global et une échelle du piéton, en fait, finalement, au sol. Parce que le ressenti est pas le même et les solutions sont différentes. Alors oui, en effet, il y a déjà deux échelles spatiales au niveau de la surchauffe, le climat urbain, donc l'îlot de chaleur. C'est vraiment un dôme de chaleur qui se forme à l'échelle de la ville et un effet avec le rayonnement solaire, comme ça a été bien expliqué, mais aussi l'effet de la végétation, du cycle de l'eau, qui se manifeste vraiment avec un effet cumulatif à l'échelle de la ville et qu'on mesure sur la température de l'air. Ouais. C'est vraiment de manière globale, en fait, finalement. De façon globale, cette température de l'air qui augmente jusqu'à 10 degrés de plus que les environs la nuit. Et c'est vraiment un effet cumulatif, à la fois dans l'espace et puis le temps avec l'effet nocturne de rayonnement solaire absorbé pendant la journée. Donc, mais il fait chaud, en fait. Voilà. Mais par contre, à l'échelle du piéton ou de l'occupant, à petite échelle, cette température de l'air qui augmente, qui peut se manifester en hiver comme en été, qui est critique la nuit en été, pour le coup. Mais c'est pas la seule composante. Il y a aussi l'effet du courant d'air, la brise l'effet de brise qui peut rafraîchir un petit peu. Localement, il peut y avoir aussi des solutions liées aux effets d'ombrage. La fraîcheur d'un sol végétalisé qui est rafraîchi. Et du coup, on peut avoir des effets très locaux qui se manifestent pas forcément à grande échelle et inversement des effets à grande échelle qui ont un effet plus subtil. Et puis peut-être localement, voilà. Et du coup, les solutions locales sont pas forcément plus à l'échelle d'un aménagement d'un parc ou d'un bâtiment, sont pas forcément les mêmes qu'à grande échelle de la ville, de l'urbanisme et des politiques de la ville. Mais il y a des solutions qui fonctionnent pour les deux échelles aussi. C'est ça, en fait. On va justement se pencher un peu plus, de manière un peu plus approfondie sur ces solutions. Alors, il y a beaucoup d'organismes qui ont travaillé là-dessus. Donc, évidemment, il y a la PUR, l'ADEME, le CEREMA, l'Université de La Rochelle, et tous soulignent en fait que c'est vrai que les solutions vertes, un peu fondées sur la nature, en fait, sont clairement les plus efficaces, un peu quelle que soit l'échelle. Donc, c'est les parcs, les jardins, les points d'eau, les arbres. Mais il y a également un deuxième angle qui peut être abordé, c'est les solutions qui sont intégrées au bâtiment, qui sont peut-être moins efficaces que vraiment le retour de la nature sauvage, entre guillemets, en ville, mais qui peuvent quand même jouer un rôle, et notamment en utilisant leur toit de terrasse, et que ça ouvre quand même des perspectives. On a identifié deux grandes solutions qui sont les toitures végétalisées et les toitures réfléchissantes, donc revêtues d'une étanchéité blanche. Et là, donc, vous confirmez, Emmanuel Bozonnet, on se concentre plutôt sur le climat général urbain que vous évoquiez tout à l'heure.
Ça fonctionne aussi localement pour retraiter comme technique de rafraîchissement passif du bâtiment aussi. Donc Et ça peut être des solutions. on en reparlera tout à l'heure, Ouais. justement. Par contre, Julien Bigorne, vous soulignez quand même qu'à l'échelle du piéton, les solutions de toiture-terrasse avaient quand même peu d'impact sur le ressenti des personnes au sol, en fait. Oui, alors ça renvoie à votre première question, c'est quel type de ville Si c'est la ville, effectivement, à R+7, ce que vous allez faire à 20-25 mètres, c'est pas la première chose qui va impacter le piéton. Il y a vraiment l'idée aussi de... le confort thermique, c'est beaucoup une affaire de perception. Et donc finalement, je suis dans une rue, le ressenti par rapport à la chaleur, c'est beaucoup mon environnement proche. Et donc c'est le sol. C'est ça. J'ai 2 pieds sur le sol. À quelle température il est? Est-ce qu'il est en train de rayonner, par exemple? Pareil sur les façades. Donc on a beaucoup la question de l'albédo qui est derrière tout ça. Donc c'est à double tranchant l'albédo, mais en tout cas la question de l'albédo va beaucoup jouer à cet endroit-là. Après, évidemment, la toiture terrasse. Alors déjà, c'est quand même important de rappeler aussi que c'est une solution technique très intéressante pour traiter le confort du dernier étage. On en parlera aussi tout à l'heure. Voilà. On reviendra sur cette notion de confort d'été. En tout cas, je parle par rapport aux taux en pente qui sont quand même aussi voire majoritaires dans l'habitat en tout cas. Mais donc effectivement, si vous êtes sur une zone d'activité avec des bâtiments en R+1, la question de la toiture terrasse, elle est centrale pour l'îlot de chaleur. Vous voyez, enfin, en gros, Bien sûr, donc il faut adapter la solution à l'environnement, en fait. Ça dépend de votre type si vous êtes en zone d'activité, en accès de ville, en périphérie, là, c'est essentiel. C'est essentiel, vraiment. Enfin, la question, voilà. Et après, si c'est sur un bâtiment de bureau où vous avez que des clims en haut, traiter la question finalement va arriver sur la question de l'agrément aussi. Qu'est-ce que je vais donner comme accessibilité pour éventuellement les occupants du bâtiment, les salariés. Donc ça joue énormément même sur la perception du confort de façon générale. L'accès à la végétation, donc il y a toute une part un peu subjective qu'il faut surtout pas négliger. Mais c'est vrai que si on se dit finalement la toiture terrasse, à partir de quand elle commence à intervenir, enfin à influencer le climat local, c'est effectivement sur des zones qui sont assez critiques, qui vont être les zones d'activité, les bâtiments de plein pied, bâtiments commerciaux, les grands supermarchés, etc. Enfin, toutes ces typologies de bâtis qu'on va trouver. Et là, pour le coup, oui, traiter une toiture terrasse, soit de façon réflective, soit avec les solutions végétales, là, on a clairement un impact sur les coups de chaleur. Alors, les toitures végétales et les toitures réfléchissantes, elles font appel à des phénomènes physiques et mécaniques différents. On va se concentrer dans un premier temps sur les toitures végétalisées. Et vous avez vu, Yannick, que je me tournais vers vous. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se joue en fait sur les toitures végétalisées pour répondre à cette question d'îlot de chaleur? Alors, ce qui se joue, c'est ce que Julien disait, effectivement, on le compare par rapport au cycle de l'eau, donc la forêt, donc les solutions fondées sur la nature, comme vous le disiez, Adeline, sont de vraies solutions, parmi d'autres, qui permettent d'apporter, je dirais, une lutte contre le phénomène d'îlot de chaleur, tout simplement par le fait que ce sont des végétaux. Alors, on parle de système de végétalisation sur des toitures terrasses qui sont faites à cet effet et traitées pour recevoir de la végétalisation. Et un système de végétalisation sur un bâti va apporter de très nombreux bénéfices écosystémiques et particulièrement va contribuer à la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleur. Et alors, comment ça marche alors un peu dans le détail? Comment ça marche? Alors, on va dire les deux principaux leviers de fonctionnement des toitures végétalisées, ça va être d'abord par effet d'ombrage, c'est-à-dire la chaleur ne va pas pénétrer. Un système de végétation va être sur un substrat, mais va surtout avoir une couverture végétale. Et je prends une image souvent, on ne se brûle jamais quand on met la main sur du gazon ou sur des végétaux, contrairement à une étanchéité peut-être sombre, autoprotégée, qui va monter en température à 70 degrés. Donc déjà là, on comprend un petit peu le phénomène d'inertie ou thermique, entre guillemets, mais surtout le fonctionnement intrinsèque, je dirais, des végétaux, c'est d'évapotranspirer. Et cette évapotranspiration va, par phénomène calorimétrique et autres, je dirais, prendre de l'énergie dans l'atmosphère et va surtout abaisser sur 1,50 m, 2 mètres, l'air ambiant, va abaisser l'air ambiant de 3, 4 degrés, donc ce qui est très très intéressant. Alors j'aime bien une autre image qui est une toiture terrasse sans végétalisation.
Je prends l'image souvent d'un radiant qui toute la journée va monter à 50, 60, 70 degrés. Et en fin de journée, et c'est là où le phénomène d'îlot de chaleur est le plus impactant, c'est le refroidissement pendant la nuit. Et bien la nuit, votre radiateur et votre toiture va descendre à 50 degrés, 40 degrés, 30 degrés, mais va continuer à rayonner. Alors qu'avec une toiture végétalisée, vous vous êtes affranchi en journée et en nuit, en continu, je dirais, de toute surchauffe. Donc en fait, c'est un climatiseur naturel et par rapport à un climatiseur classique, on ne rajoute pas de la chaleur à la chaleur et de la surchauffe. On est au contraire en climatisation de l'air toute la journée, H24. Et Rémi Perrin, est-ce qu'on sait évaluer justement les effets rafraîchissants des toitures végétalisées? Est-ce que chez Soprema, vous avez effectué des mesures sur des bâtiments tests Alors ça, c'est une bonne question parce que si on refait l'histoire de la végétalisation de toiture, c'est une solution qui a été pensée dans les milieu des années 80 pour amener de l'esthétique et de la nature en ville, et les fonctions techniques de la végétalisation de toiture n'étaient pas le sujet. Le but, c'était de ramener de la verdure en ville. Mais effectivement, maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, on essaye de mettre des chiffres sur ce qu'une végétalisation de toiture peut apporter en fonction technique à un bâtiment et aussi à la ville, et donc dans cette réduction des îlots de chaleur urbains. Et en fait, avec l'Université de La Rochelle, Tipeee et puis d'autres partenaires, on a eu différentes approches. La première, ça a été une approche de modélisation, parce que c'était compliqué de mettre des capteurs, etc. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut mesurer ce pouvoir de rafraîchissement? Et Emmanuel en a parlé, le premier, c'est la température. Ça semble un petit peu évident, mais on se pose rapidement la question, cette température, quelle est la sphère d'influence d'une végétalisation de toiture, jusqu'où elle va? Et en fait, là, les chercheurs de l'Université de La Rochelle nous ont sensibilisés à une autre notion qui est plus technique, et on ne rentrera pas dans le détail, c'est ce qu'on appelle le flux latent. Qu'est-ce que c'est que le flux latent? C'est exactement la même sensation que quand on sort de la piscine en plein été. J'ai une sensation de frais sur ma peau, et pourquoi? Parce que j'ai de l'énergie qui sert à évaporer l'eau. Et en fait, cette évapotranspiration de l'eau, mais aussi du substrat, parce qu'il y a les deux, il y a la plante qui évapotranspire, mais il y a aussi le substrat qui évapore. En fait, tout ça, parce que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, ça capte de l'énergie au système. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on essaye de mesurer, c'est cet impact du flux latent de la végétalisation par rapport à ce qu'on appelle le flux sensible, c'est-à-dire le flux de chaleur qui arrive sur la toiture par essentiellement le soleil. Et on vient de terminer une campagne de mesure sur 5 ans, là, sur un bâtiment un peu emblématique de Strasbourg qui s'appelle la Manufacture des Tabacs, où en partenariat avec le CSTB, on a engagé toute une campagne de mesure pendant 2 étés avant la rénovation d'une toiture qui était autoprotégée, et après la rénovation d'une toiture sur laquelle on a mis un système Sopranature fraîche, donc un système où la végétation a été choisie par son fort pouvoir d'évapotranspiration. Et en fait, on se rend compte que dans une configuration plutôt défavorable, ça c'est plus la morphologie urbaine de ce bâtiment qui le fait, on diminue à la fois sensiblement la température de l'air en surface, et on diminue d'entre 25 et 30% le flux sensible. Donc c'est-à-dire que, comme le disait Yannick, le climatiseur naturel qu'est la végétalisation de toiture est capable de tamponner à peu près, dans ce cas-là, 1/3 du flux sensible qui arrive sur la toiture. Dans un cas très défavorable, et les études qu'on avait faites en modélisation montraient qu'on pouvait, dans certains cas plutôt favorables, avec les bonnes plantes, avec le bon pouvoir d'évapotranspiration, et je pense qu'on y reviendra, parce que pour évaporer, il faut de l'eau, on peut arriver jusqu'à un abattement d'environ 50%, voire plus, de ce fameux flux sensible. Voilà. Donc pour répondre concrètement à la question, la température, c'est un indicateur, mais ce n'est pas le seul. Et aujourd'hui, si on veut vraiment mesurer les effets sur l'îlot de chaleur, il faut commencer à additionner des flux de chaleur ou des flux de froid, ou dans un sens ou dans l'autre. C'est plus complexe. C'est pas que la température qui peut avoir un effet.
Et puis, ça a été aussi évoqué un petit peu, il faut bien entendu prendre en compte la morphologie de la ville, parce qu'il y a un facteur qui est quand même le plus important, et on s'en rend tous compte, c'est le vent et la capacité à l'air de se promener ou pas, et donc de donner cette sensation de fraîcheur uniquement par le mouvement de l'air. Et alors, vous l'avez évoqué, il y a quand même certaines conditions pour que la toiture végétalisée soit aussi efficace que l'on l'espère. Yannick Bex, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Il s'agit Rémi l'a évoqué, du choix des Exactement. plantes, de la nature du substrat, de son épaisseur. Exactement. La nature est très diverse et très large. Et effectivement, donc, les systèmes de végétalisation que nous mettons sur les bâtis sont issus d'experts, d'agronomes, etc. Et aujourd'hui, on met des systèmes qui sont plus ou moins performants. C'est en fonction des conditions d'acceptabilité du site, technique ou autres. Et on travaille et on a référencé aujourd'hui des profondeurs de palettes végétales qui sont plus ou moins évapotranspirantes. Donc, c'est des climatiseurs qui auront de 2, qui passeront à 4. Donc, on va mettre des plantes de la menthe du Marais, on va mettre de l'épierre, on va mettre des iris, on va mettre effectivement des plantes qui sont plus ou moins évapotranspirantes. Donc là, c'est répertorié. On a des coefficients d'évapotranspiration sur les végétaux. Et effectivement, la palette végétale va vraiment jouer, parce qu'une palette végétale tapissante de moins de 10 cm ou une palette végétale qui va aller jusqu'à 1 mètre, plus on va avoir de la végétalisation et de la vigueur, plus on va avoir d'évapotranspiration, et plus on va avoir un phénomène de réduction de ce phénomène d'îlot de chaleur, évidemment. Et alors, il y a une autre condition aussi pour que ça marche. Il y a plein d'autres conditions. C'est notamment l'irrigation, Alors, parce qu'il faut quand même que ces plantes soient C'est à la fois arrosées. l'irrigation et c'est surtout la notion d'humidité dans le substrat pour que la plante ne soit pas en stress hydrique et referme ses stomates, et donc évapotranspire bien, correctement ou le mieux possible. Donc c'est l'humidité du substrat. Et c'est là où effectivement on a aujourd'hui tous les dispositifs qui permettent de soutenir cette humidité, cette vigueur, cette croissance de plantes, avec des systèmes de rétention d'eau temporaire, avec potentiellement de l'irrigation d'appoint, mais que nous traitons avec toujours une valeur de la goutte d'eau, entre guillemets, C'est ça, c'est-à-dire parce que de dans ces moments-là, l'économie. Quand on fait du stockage temporaire, on remonte l'eau par des effets de mèche ou d'autres types de systèmes. Donc on est dans l'optimisation de l'efficience de l'utilisation de l'eau par rapport au végétal pour sa meilleure performance écosystémique d'évapotranspiration. oui, c'est ça, parce que s'il faut l'arroser tout le temps, quand on est en période de stress hydrique et que généralement les premières mesures sont prises, c'est de supprimer, d'interdire l'arrosage, on peut se dire s'il faut arroser tout le temps la toiture, ça peut finalement être... L'avantage que l'on a, c'est qu'on a quand même un rendement et une efficience qui est démultiplié par le végétal par rapport à, je dirais, à une volumétrie d'eau. Déjà, l'eau, on fait du recyclage d'eau, on fait du stockage d'eau de pluie, on utilise de l'eau de forage, on utilise le moins possible ou très très peu, je dirais, l'eau du réseau traditionnel. Mais dans les solutions de rafraîchissement, au sol, on arrose des fois des surfaces imperméables. Parce qu'on Oui, cherche bien sûr, mais bon, cherche c'est pas cette forcément évaporation la meilleure solution aujourd'hui. de la surface. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est effectivement la nature qui nous l'offre, et donc la renaturation. Et aujourd'hui, le potentiel est vraiment, c'est enthousiasmant de voir le potentiel de nos toitures terrasses à végétaliser demain, car ça contribue directement et à court ou moyen terme, puisque plus on végétalisera, plus on luttera aussi par rapport aux conséquences du dérèglement climatique, où on sait que la tendance climatique est en augmentation. Du coup, les tendances des îlots de chaleur sont en forte augmentation, et donc ça serait vraiment dommage de se priver de solutions qui existent comme la végétalisation. C'est ça, les solutions de toiture terrasse. Rémi Perrin, vous justement, cette problématique de la gestion de l'eau et de la problématique du recyclage de l'eau, de la réutilisation des eaux grises du bâtiment, chez Soprema, c'est un sujet qui vous tient quand même particulièrement à cœur, et notamment avec un usage sur les toitures végétalisées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Tout à fait. Alors, on arrive rapidement là, dans la discussion au fait qu'on a une méga contradiction entre évaporer de l'eau à un moment où on n'a pas forcément de l'eau. Donc se pose la question basique, comment on va faire ? Et aujourd'hui, les solutions sur lesquelles on travaille au sein du groupe Soprema, il y en a plusieurs, mais effectivement, c'est ce qu'on va appeler
l'irrigation avec des eaux qu'on appelle non conventionnelles. L'eau conventionnelle, c'est l'eau du robinet. Et aujourd'hui, de L'eau l'eau du potable. robinet... Pardon ? L'eau potable. L'eau potable du robinet, aujourd'hui, il y a plein d'usages dans le bâtiment, et notamment l'irrigation, où on se dit, est-ce que c'est pas un peu délirant d'utiliser de l'eau potable pour arroser des plantes et pour que cette eau se retrouve dans un nuage 2 jours après. Mais par contre, il y a plein d'eau non conventionnelle que l'on peut utiliser. Et bien entendu, en tant que professionnel de solutions d'étanchéité de toiture, la première, c'est, comme le disait Yannick, la goutte d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, la goutte d'eau, elle n'a pas plus de valeur à être réutilisée qu'à être mise dans une évacuation pluviale et à partir dans une station d'épuration? La réponse, évidemment, elle est oui. Mais on fait face à une désynchronisation de l'offre et de la demande, quelque part. Ce n'est pas au moment où il pleut où on va en avoir vraiment besoin, et ce n'est pas au moment où on a besoin qu'on va en avoir. Donc, il existe plusieurs solutions, mais quelque part, on va passer par une zone de stockage temporaire. Ce stockage temporaire, Yannick en a parlé, il peut être fait en toiture, dans certaines mesures, sous la végétalisation, avec des systèmes un peu intelligents, mais low-tech pour remonter cette eau dans le substrat. Les mèches capillaires, ça marche plutôt très bien, etc. L'autre solution, quand on est plutôt dans du bâti neuf, c'est de prévoir des zones de stockage de l'eau de pluie, qui est même incité par certains PLU où on n'a plus la possibilité de remettre cette eau dans le réseau d'assainissement. Et donc, soit on peut effectivement la réinfiltrer à la parcelle, soit on peut la garder et la réutiliser par ailleurs. Et c'est au sein du groupe Soprema, on a une filiale qui s'appelle Kipopluie qui travaille sur tous ces systèmes de stockage et de réutilisation de l'eau. Voilà. Et enfin, après, l'autre eau, mais qui est plus complexe à utiliser, sur lequel on travaille, et là on utilise une autre fonction de la végétalisation de toiture qu'on appelle la phytoépuration, c'est de se dire, est-ce que l'eau grise du bâtiment, je ne peux pas, à un moment donné, la faire passer dans des filtres plantés, végétalisation par exemple, pour la réutiliser, pour elle aussi des utilisations non conventionnelles, comme par exemple l'arrosage d'espaces verts, qu'il soit en toiture ou qu'il soit au sol. Là, c'est plutôt la réglementation qui est bloquante ou... Et Alors, encore, elle se débloque. Ouais, la réglementation se débloque, mais effectivement, on est un petit peu dans des zones où il y a différentes réglementations qui se télescopent. Bien entendu, il y a une réglementation autour du sanitaire, on la comprend parfaitement. On a une réglementation autour de la récupération d'eau et de l'eau stagnante, là où on peut avoir aussi d'autres sujets sanitaires. Je parle du moustique tigre, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on navigue un petit peu dans ces eaux-là, mais ça ne nous empêche pas de continuer à avancer et de développer des solutions techniques qui fonctionnent. Parce que, à la limite, la réglementation, on sait qu'elle peut évoluer et qu'aujourd'hui, le réglementeur a bien compris que les eaux non conventionnelles, il fallait en faire quelque chose, mais il faut les solutions techniques. Et aujourd'hui, nous, notre job, c'est vraiment de développer des solutions techniques et de les évaluer en vue de montrer un potentiel de performance vis-à-vis de la phytoépuration et de la réutilisation. Alors, si on change un peu de typologie de toiture et qu'on revient sur les toitures réflectives, donc là, c'est un tout autre principe qui rentre en jeu. Emmanuel Bozonnet, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche en fait? Et quels sont ses effets? Alors, oui, alors là c'est vraiment un autre principe physique. Donc, cette fois, c'est créer une barrière radiative, donc pour bloquer cette source de réchauffement qui est les apports solaires de jour. Et donc, créer une barrière radiative au rayonnement solaire, notamment par la réflectivité solaire. Et en fait, il y a aussi un autre aspect qui est aussi important, qui est maximiser le rayonnement thermique nocturne, parce qu'en fait, on a d'une part le jour cet apport solaire, mais on a aussi le puits de chaleur qui est la voûte céleste vers laquelle on peut rayonner toute la chaleur accumulée par la ville et par le bâtiment. Et du coup, il faut aussi maximiser ce rayonnement thermique vers le ciel, notamment la nuit, mais pas que. Et du coup, par exemple, une membrane complètement réfléchissante, aluminium, ne sera pas véritablement un produit, un revêtement froid,
puisqu'il est très mauvais pour émettre la chaleur d'un point de vue rayonnement thermique. Hein. Et du coup, c'est vraiment cette combinaison de réflectivité solaire et d'émissivité thermique. Il faut les deux caractéristiques pour que ça marche. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est bien connu de façon traditionnelle hein, dans les constructions vernaculaires, avec les bâtiments qui sont traités notamment dans le pourtour méditerranéen. Simplement, c'est quelque chose qui s'est redéveloppé ces dernières années, notamment aux États-Unis sous le terme cool roof. Et en Europe aussi, très récemment, depuis les années 2010, et très récemment, le CSTB a produit un guide sur le sujet, sur la dénomination toiture thermoréfléchissante. Du coup, ça reprend bien l'aspect thermique et réflectivité solaire. Donc, c'est pas que une toiture réflective. Et après, ça peut prendre différentes formes. Et effectivement, donc ça peut être une membrane blanche qui réfléchit le rayonnement solaire et qui va réémettre. Mais pas que, en fait. Voilà. En fait, il y a beaucoup de développement autour de ces produits. Et c'est un peu moins connu, mais c'est déjà industrialisé, notamment des produits colorés, des colorés cool ou colorés froids. Et là, c'est la composition en fait de la membrane qui fait. Du coup, c'est une conception un peu astucieuse avec un multicouche où on va permettre d'obtenir le coloris rouge, vert, donc permettre des conceptions architecturales variées, pas que blanc. Et en même temps permettre d'avoir cet effet de barrière radiative, notamment parce que le rayonnement solaire, pour moitié, hein, c'est une partie qui est non visible, les proches infrarouges, et sur lesquels on peut jouer sans que ça se voit à l'œil. Sur la partie visible. Et sur ces nouveaux produits, alors ça, c'est des choses qui sont assez bien au point hein, d'un point de vue produit, qui offrent beaucoup de possibilités, mais il y a vraiment toute une activité de développement et de recherche sur ces sujets, avec aussi des produits phosphorescents, typiquement le rubis, qui est une pierre précieuse, mais qu'on peut obtenir par aussi de façon de synthèse, voilà, qui est beaucoup moins cher, et qui est rouge sombre, qui permet par exemple de faire des tuiles rouge sombre avec un effet de phosphorescence qui permet d'absorber le rayonnement visible pour que ça reste rouge sombre et de le réémettre par phosphorescence dans un spectre non visible à l'œil du coup. Et donc d'obtenir des propriétés quasiment équivalentes au blanc, tout en ayant des produits colorés. Et puis, depuis très peu d'années, hein, c'était un phénomène qu'on connaissait bien, mais qui n'était pas, pour lesquels les matériaux n'étaient pas au point, mais depuis moins de 10 ans, ont été mis au point au niveau recherche des produits qui permettent d'obtenir des températures de surface en plein soleil, des températures de surface inférieures à la température d'air. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on exploite, là encore, on joue sur les propriétés radiatives, donc la conception vraiment fine du matériau. Et on joue sur le fait que la voûte céleste est transparente dans une certaine bande de longueur d'onde, et on réémet toute la chaleur dans cette bande de longueur d'onde, avec donc des produits qui permettent de maximiser l'émissivité thermique dans ce domaine-là. Et on obtient donc des produits, des surfaces qui se comportent comme des puits de chaleur, un petit peu comme l'évaporation. Mais là, Et donc il y a quand même plein d'innovations, et très rapidement, Rémi Perrin, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez chez Soprema ? Oui. En 2 mots ? En 2 mots, on y travaille, et ce que Emmanuel cite là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les super cool roofs. Les super cool roofs, comme on le disait, c'est vraiment bluffant, et je l'ai vérifié plusieurs fois. Vous mettez plusieurs matériaux, des matériaux cool roof et des matériaux super cool roof en plein soleil. Il y en a un, il est 1 ou 2 degrés au-dessus de la température ambiante. L'autre, il est 1 ou 2 degrés en dessous de la température ambiante.
Et on est assez fiers parce que je pense qu'on a fait le premier chantier de toiture terrasse avec ces matériaux super cool roof l'été dernier à Las Vegas, aux États-Unis, en partenariat avec une start-up américaine qui développe ce type de produit. Et en fait, c'était un entrepôt très mal isolé, climatisé. Et l'été dernier, il n'y a plus de climatisation à l'intérieur. Donc là, on est sur ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Mais l'effet sur la réduction de l'îlot de chaleur urbain est d'autant plus amplifié avec ces températures de surface inférieures à la température ambiante de l'air. Alors aujourd'hui, en France, c'est quand même majoritairement des toitures blanches qui sont mises en œuvre pour avoir cet effet cool roof. Il y a quand même parfois quelques inconvénients. Julien Bigorgne, on en avait parlé pendant notre entretien. Il peut y avoir quelques notions d'inconfort avec cette couleur blanche qui peut notamment éblouir en fait. Oui, alors je vais vous répondre, mais je voudrais te dire une petite chose avant. C'est vrai qu'il y a la question qui est très importante sur les innovations, c'est toujours de le ramener à ce qu'on va faire du point de vue du code de la construction. Parce qu'effectivement, il va falloir faire le compte du carbone. Et effectivement, en RE 2020, le constructeur, lui, va être très, très limité. Donc, il va devoir chercher vraiment il est vraiment obligé de compter au mieux. On est d'accord que là, oui, c'est ça. Donc, la solution technique, c'est vrai qu'il va falloir vraiment la regarder. Alors, on va parler de toutes les questions d'entretien, puisque c'est pas que la peau, c'est pas que la production, c'est aussi finalement, sur les 50 ans, cycle de vie du bâtiment, comment je m'en tire pour avoir le bilan carbone qui va bien avec la réglementation. Donc ça, c'est un point qui est important sur toutes les technologies, puisque finalement, c'est vrai que... Oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut évaluer non, mais c'est ça, carbone. On peut travailler sur l'émissivité, sur l'albédo, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça dépend, c'est quoi le contenu carbone de la solution. Donc ça, c'est un point effectivement qui est forcément évalué en France, puisqu'on a une réglementation qui l'oblige. Effectivement, vous parlez de l'éblouissement. Alors la question effectivement de l'éblouissement, alors ça a été dit, je pense, par Emmanuel aussi, c'est effectivement dans les villes méditerranéennes, il y a aussi ce parti pris de dire on va tout mettre en blanc, alors ourder à la chaux, faire les façades blanches, on connaît. Mais c'est vrai que ça fait effectivement des espaces urbains qui sont entre guillemets inutilisables en journée, c'est-à-dire que finalement vous êtes tellement ébloui, puis il fait tellement chaud que vous n'êtes pas dehors, donc il y a vraiment cette temporalité de l'espace urbain. Un point qui est important quand même, c'est le rapport à la végétation, parce que c'est vrai que quand on commence à faire de la réflexion solaire, c'est vrai que sur le papier, du point de vue de la thermique, c'est une très bonne solution. C'est vraiment le premier truc qu'on veut faire sur un bâtiment. C'est vrai qu'on a envie de se séparer de la chaleur qui arrive, la renvoyer à l'expéditeur, entre guillemets. Mais c'est vrai que on a parlé de la végétalisation, et le végétal, il est comme nous. Il n'aime pas du tout la réflexion solaire. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est terrible. Souvent, un enjeu qui est assez méconnu. Et c'est vrai que vous allez voir ça au cœur des politiques urbaines, la plantation d'arbres à grand développement. Le problème, c'est que si votre espace public il est totalement réfléchissant, votre arbre il va jamais pouvoir pousser. Il va cramer. Il va les échaudures, Donc ça, donc voilà, il y a toujours cette balance. C'est un peu délicat ces questions de thermique urbaine parce que finalement, dès qu'on tire d'un côté, ça marche moins bien de l'autre et c'est toujours la question du compromis. C'est quoi l'équilibre dans la balance? Et puis, il faudra parler de la climatisation aussi, à un moment donné. Ça va venir. Voilà, parce que comme vous l'avez bien rappelé au début d'entretien, c'est vrai que la question de îlot de chaleur, il n'est pas isolé, il est tributaire aussi de l'évolution climatique et la courbe d'évolution climatique qu'on connaît. C'est vrai que dès qu'on commence à penser 2050, 2070, 2100, attention, on est sur des niveaux de température qui n'ont plus rien à voir. Et donc, ces systèmes techniques de refroidissement actifs, pour le coup, ils vont arriver. En tout cas, alors, dans le tertiaire, c'est hyper connu parce qu'on ne fait pas de tertiaire sans climatisation. Dans l'habitat, c'est un peu moins pratiqué, on va dire, en construction. Ouais, c'est ça. Mais bon, justement, on y arrive. Le confort d'été, qui peut, du coup, de manière indirecte, avoir un effet sur l'îlot de chaleur parce que moindre recours à la climatisation. Il a l'avantage, le confort d'été, d'être en plus réglementaire, pour le coup, donc obligatoire. Et donc, réduire les températures internes pour éviter qu'à l'extérieur, il fasse trop chaud. Ça peut être aussi, en tout cas, pour ne pas entretenir l'îlot de chaleur. Là, il y a un principe de base un peu pour éviter les surchauffes internes, c'est l'inertie.
Et là, on le sait, hein, l'isolation de l'enveloppe notamment est une des priorités aussi pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. En toiture terrasse, ça se manifeste, et en toiture de manière générale, particulièrement au dernier étage. Et Yannick, vous insistiez également sur le fait que la végétalisation en rajoute une couche, on va dire. Ah bah, de par son inertie, un système de toiture végétalisée va aller en gros de 8 cm à 15 cm pour de la toiture extensive ou semi-intensive. Et plus on a d'épaisseur, on le comprend, plus on a d'inertie, plus on a une fonction, je dirais, d'isolant thermique. Donc, effectivement, ça va permettre d'éviter la pénétration des flux à l'intérieur, et on va apporter ce qu'on appelle un confort d'été, c'est-à-dire une réduction de la température de 3 à 4 degrés, mais dans certaines configurations, parce qu'on parlait aussi des morphologies, de typologie de bâtiments, on peut aller jusqu'à moins 15, moins 20 degrés de confort intérieur. Donc effectivement, c'est très important. Oui, ça peut permettre de plus avoir recours, comme disait tout à l'heure Rémi, de plus avoir recours à la clim On et de plus rejeter cet air On chaud. peut s'affranchir dans certaines configurations, certaines morphologies, par exemple pour un bâtiment logistique, sans que ça soit un bâtiment froid, en mettant de la végétalisation, on peut faire de l'évitement de la clim et effectivement donc de rejeter effectivement derrière de la calorie dans l'atmosphère. Et on a parlé tout à l'heure de morphologie, donc pour un bâtiment, je dirais R+1, on voit bien qu'il y a un effet de lutte contre le phénomène d'îlot de chaleur, mais surtout aussi ce bénéfice de confort intérieur pour le dernier étage. Mais bien évidemment, si c'est une dizaine d'étages, on se doute que la végétalisation ne va pas être l'élément majeur de rafraîchissement intérieur au rez-de-chaussée. C'est sûr. Donc, on parle en fait, pour des bâtiments de moins de 10 mètres carrés, de moins de 10 mètres de hauteur, pardon, on parle d'impact air et surface. Et quand on est à supérieur à 10 mètres de hauteur, on va parler surtout d'un impact surface. Et ces impacts en plus, et là c'est un peu une petite parenthèse, donc inertie, lutte contre les îlots de chaleur urbains, et la toiture terrasse, elle a d'autres co-bénéfices Ah bah là, qui, c'est comme le qui disait en Rémi rajoutent tout encore à une l'heure. fois une couche. La toiture végétalisée ou la végétalisation dit bâti n'est plus du tout, je dirais, positionnée en verdissement ou en ornemental. Aujourd'hui, une toiture végétalisée est au-delà des réglementations de la renaturation ou d'autres lois qui incitent fortement la végétalisation pour ses bénéfices. C'est véritablement pour des bénéfices écosystémiques. Les leviers très forts des bénéfices ou des co-bénéfices, au-delà du phénomène de lutte contre les eaux de chaleur, c'est effectivement la gestion des eaux. La gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, on parle dans une configuration de réchauffement climatique, de trajectoire quand même qui est un petit peu effrayante par rapport à notre urbanisme aujourd'hui. On change de paradigme au niveau de l'urbanisme, mais très clairement, la ville surchauffe, la ville s'inonde. Et la ville s'inonde, c'est on ne peut plus rejeter au réseau. Les réseaux ne sont plus dimensionnés pour recevoir des phénomènes extrêmes. Et une toiture végétalisée, on le comprend bien, c'est comme une éponge, ça va absorber la pluie. Premier phénomène, c'est qu'on va avoir un phénomène de tampon et de déphasage. Et quand on sait que les pluies qui font qu'il y a de l'inondation, c'est dans l'heure ou la demi-heure ou dans l'heure, on va déphaser d'une heure, 1 heure et demie, et on évite, je dirais, des inondations. Et voilà, il y a plein de phénomènes. Alors, il y a effectivement la gestion des eaux pluviales, il y a le phénomène de lutte contre l'îlot de chaleur, mais aussi il y a tout plein de bénéfices par rapport à tout la biodiversité. Exactement, le retour de la nature en ville. Alors, le retour de la nature en ville. On agit comme en fait, comme du pas japonais ou du corridor vert, entre guillemets. Les espèces vont passer d'un espace à un autre. Et donc, c'est vraiment un vrai levier pour freiner ce déclin de la biodiversité qui est malheureusement connu de tous. Et au-delà de ça, vous avez surtout aussi de très nombreux effets qu'on va appeler biophiliques ou de santé qui sont très importants. Aujourd'hui, il y a des règles au niveau santé. On a besoin d'un environnement visuel, de proximité, je dirais de vert, bien sûr. ce coup-ci. Et alors,
Pour les membranes réfléchissantes, là je me retourne vers vous, Emmanuel, cette notion justement d'isolation et de confort d'été est différente parce que justement, différentes études, donc notamment vous avez cité, l'étude du CSTB là qui vient d'être rendue publique, mais la CSFE également a effectué une étude là-dessus et vous-même j'imagine vous avez, beaucoup travaillé, qui montre plutôt qu'en fait, les frais de rafraîchissement interne des cool roofs, c'était plus efficace quand la toiture n'était pas isolée pour le coup. Oui, alors voilà. Du coup, ce qui est toujours un petit peu compliqué pour le bâtiment, c'est qu'il n'y a pas de règle très générale sur les performances, très simple. Il y a toujours une combinaison d'effets, de bouquets de solutions qui peuvent se combiner très bien, mais effectivement, et notamment si le bâtiment est bien isolé ou pas bien isolé, ça n'aura pas le même effet, on n'aura pas le même retour. Et on choisit pas les mêmes solutions. Et on ne choisit pas forcément les mêmes solutions. C'est ce qui fait ce qui fait l'intérêt aussi, mais qui reste complexe. Et c'est aussi les savoir-faire dont je parlais tout à l'heure, un petit peu traditionnels. On sait, et typiquement, comme le disait Rémi, pour un bâtiment industriel léger, climatisé, on peut avoir un gain très notable et très rapide avec une toiture légère, une grande surface de toiture avec une barrière radiative, et voire éliminer le système de climatisation. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire sur l'habitat, d'éliminer au maximum le système de climatisation, puisque le gain est réellement important, notamment en termes de maintenance ou de robustesse de la solution. On essaye d'avoir des solutions low-tech et robustes. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour des toitures relativement bien isolées, comme on l'a avec notre réglementation, notamment pour l'hiver, on peut avoir un gain supplémentaire. On l'a étudié notamment, on a fait des études paramétriques avec différentes épaisseurs d'isolant et différents albédos. On peut avoir un shift sur le gain de rafraîchissement uniquement en traitant la barrière radiative de surface. Qui permettra d'éviter d'augmenter l'épaisseur d'isolant et qui permettra, voilà. Mais évidemment, le gain sera beaucoup plus faible avec une toiture fortement isolée. Voilà. Alors, on imagine bien que l'installation d'une seule de ces toitures, qu'elle soit végétalisée ou réfléchissante, à l'échelle d'une ville, ça n'aura que finalement peu d'impact. Est-ce qu'on connaît à peu près la proportion de toitures qu'il faudrait pour qu'on sente vraiment un effet à l'échelle de la ville? Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Alors, ou c'est un peu compliqué à... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on voit, les gains solaires d'une ville, eh bien en fait, c'est principalement sur les surfaces directement exposées au soleil, qui sont les toitures et les parkings, les routes. Et du coup, il y a eu plusieurs études qui ont été faites de façon numérique, pour le coup, avec des codes de simulation, qui ont étudié quel serait l'impact de traiter 30% des toitures ou 50% des toitures. Et c'est de cet ordre-là, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement en traitant un seul bâtiment, etc., qu'on aura un effet sur la température d'air de la ville. Et mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces toitures, qu'elles soient plates ou inclinées, elles sont directement exposées au rayonnement solaire l'été, qui est plutôt justement qui est pas rasant, mais qui est vraiment vertical, enfin qui est zénital, et qui du coup, c'est ces surfaces-là qui sont à traiter en priorité par rapport aux façades ou aux surfaces verticales. C'est vraiment ces surfaces directement exposées, et donc les toitures sont une composante importante de l'artificialisation de l'environnement urbain.
Et après, bah, ça dépend de la densité urbaine et du taux de toiture Ouais, bien aussi. sûr. Parce que, et vous, avec vos équipes, vous avez défini un indicateur qui permettrait d'évaluer la contribution d'un bâtiment aux ICU, îlots de Alors, chaleur urbains. voilà. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que on se rend bien compte qu'il faut encourager le traitement des toitures des bâtiments et du bâtiment, mais simplement, si on traite un seul bâtiment, on se dit que le bâtiment seul, il aura peu d'effet sur l'effet d'îlot de chaleur à l'échelle de la ville. Et du coup, ce qu'on a regardé, c'est ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est que c'est non plus un effet en termes de combien de degrés mon bâtiment va influencer ou pas les lots de chaleur, puisque finalement, un bâtiment seul n'aura pas d'effet en degrés sur la température d'air. Mais par contre, quelle est sa contribution en termes de flux sensible et sa contribution à l'îlot de chaleur. Et du coup, ce qu'on a essayé de voir, c'est d'une part l'aspect plutôt traditionnel réglementaire sur le bâtiment, l'effet de rafraîchissement à l'intérieur, c'est une chose. Et sur l'extérieur, quelle est sa contribution en termes d'effacement, éventuellement de contribution à l'îlot de chaleur urbain, voire même de puits de fraîcheur si jamais on avait une solution qui absorbe Plus. plus qu'une référence. Ouais. Ouais, donc finalement, en fait, c'est des combinaisons de solutions qui feront le succès. Est-ce que, Julien Bigorgne, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, ils ont conscience en fait de ces problématiques et est-ce qu'ils réfléchissent justement à l'association de ces solutions pour une réponse plus globale? Ça dépend à quelle échelle vous placez la discussion. C'est-à-dire que si vous avez un territoire entier d'une ville qui est touché par une zone d'aménagement, donc évidemment la question de l'îlot de chaleur sera forcément dans l'étude d'impact. Évidemment, on devra se poser la question de alors, ce sera beaucoup la question des espaces libres. C'est vrai que souvent, dans les documents qu'on peut voir passer, la question de l'îlot de chaleur est surtout traitée sur comment je traite les espaces libres. Et les questions qu'on vient d'aborder sont plutôt déléguées au bâtiment, au confort thermique dans le bâtiment. Et qui renvoient Oui, il y a une différence public-privé un peu quand même. Enfin, espace public et bâtiment non, privé. c'est pas ça. Non, c'est qu'effectivement, l'îlot de chaleur est quand même compris comme un. Enfin, je dirais, les solutions pour lutter contre l'îlot de chaleur sont en général vues comme des solutions d'aménagement des espaces libres. D'accord. Ça, c'est Oui, en général comme ça que c'est vu. Mmh. Enfin, voilà, je raccourcis, mais Mmh. en gros, c'est comme ça. Dans les études d'impact, bien sûr, on va regarder la réflectivité des façades, parce que si on a de la façade vitrée partout, on ne pourra pas planter des arbres. Donc ça, on connaît l'histoire. On en a parlé juste avant. Ouais. Mais effectivement, souvent, le maître d'ouvrage va commencer à dire, vous voyez, j'imperméabilise tant mes sols, je vais planter tel type d'essence, etc. Donc il y a tout un jeu, d'ailleurs, on en a parlé sur les toitures végétales, où il y a toujours un compromis entre la plante qui consomme de l'eau, qui évapore beaucoup, et la plante qui est un peu plus résiliente et qui évapore moins, mais qui par contre passera mieux le stress hydrique. Donc là, ça, c'est des choses qui sont vraiment fondamentales, parce qu'en réalité, on est toujours un peu sur un pari sur l'avenir, et donc le choix des végétaux, il est essentiel. Donc là, vous allez le retrouver dans la question comment je traite l'îlot de chaleur, et le concepteur, justement, sur ces espaces libres, il doit vraiment se prononcer sur la nature des végétaux, par exemple. Et c'est très, très stratégique, parce que si 10 ans après, ils sont tous morts, on lui reprochera. vous avez un petit problème. Oui, vous avez un petit problème de conception, où vous avez raté votre conception vis-à-vis de l'îlot de chaleur. Et effectivement, la deuxième chose qui arrive pour les maîtres d'ouvrage, ça va être à l'échelle du bâtiment, comment je prends en compte le confort d'été. C'est souvent comme ça que c'est énoncé. C'est le biais, en fait. C'est comment Alors, c'est plutôt des zones climatiques à l'échelle de la France, donc l'îlot de chaleur, en fait, n'est pas réellement inclus là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes dans une zone climatique, il y a le nord, il y a le sud, etc. Enfin, vous connaissez. Et effectivement, ça va dicter la conception du bâtiment. Vraiment. Donc, en gros, aujourd'hui, dans le sud, on climatise beaucoup. Et dans le nord, finalement, aujourd'hui, en RE 2020, on ne climatise pas. Je parle dans l'habitat, je parle pas en zone d'activité. Oui, Rémi ? En complément à ce que disait Julien, et je pense que ça fait aussi partie des contradictions sur lesquelles on est en ce moment vis-à-vis de l'îlot de chaleur. C'est comme le disait Julien, l'îlot de chaleur, s'il est approché au niveau des espaces libres et que le maître d'ouvrage et toute la réglementation sur le bâtiment sont plus ou moins en opposition, c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est là que
nous, chez Soprema, on essaye de réfléchir toujours en disant toutes ces solutions, on va dire, pour la société, comment est-ce que j'arrive à créer de la valeur pour le maître d'ouvrage? Ça c'est vraiment fondamental parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, il y a la maîtrise d'ouvrage public et la maîtrise d'ouvrage privé qui ont des approches qui peuvent être différentes. Et autant un maire peut très bien décider de végétaliser un gymnase pour amener quelque chose de sympa à ses concitoyens, autant quand vous allez voir une maîtrise d'ouvrage privée, le bien commun n'est pas le centre de ses préoccupations. Et donc la question, elle est comment est-ce qu'on peut combiner le bien commun et le bien individuel, essentiellement du maître d'ouvrage et des usagers. Et c'est là où il y a des fois, ça peut bien fonctionner, et il y a des fois, on a encore des solutions techniques à développer parce que ça ne va pas dans le même sens. Et pour moi, l'exemple que l'on donne souvent, c'est l'encrassement des membranes réfléchissantes. Si je dois passer une fois par an sur ma toiture à passer la serpillière parce que je suis sur un toit avec quelques pourcents de pente et que mon système réfléchissant, il est tout noir parce qu'encrassé, il est plus là, réfléchissant. j'ai vendu du rêve à un maître d'ouvrage, mais j'ai surtout un client qui n'est pas content. Et c'est là où aujourd'hui, comme le disait Emmanuel, les solutions low-tech sont très attractives parce qu'on peut communiquer facilement sur la chose, mais ce n'est pas la solution magique. Et c'est là où il faut vraiment se faire aider de professionnels pour avoir la vision globale qui est de dire, attention, oui, il y a des effets, oui, il n'y a pas d'effets. La modélisation peut nous donner énormément d'informations, donc on n'est pas obligé non plus d'expérimenter à chaque fois. Mais attention, derrière chaque type de solution, il va y avoir quand même aussi toute la partie, on va dire, OPEX, qui est nécessaire à intégrer, et où, quand je suis dans de la maîtrise d'ouvrage privé, je regarde autant mon CAPEX que mes OPEX. Eh ben, on le voit, donc il y a encore beaucoup de travail sur la question. Et d'ailleurs, vous tous autour de cette table, vous êtes sur des projets. Yannick, en octobre prochain, la Divette, dont vous êtes vice-président, je le rappelle, organise un colloque sur le sujet. Emmanuel, vous avez engagé des travaux au sein d'un groupe de travail international qui est chapeauté par l'Agence internationale de l'énergie sur la thématique. Julien Bigorgne, vous, après avoir beaucoup travaillé avec notamment l'étude EPICEA sur les îlots de chaleur, vous, là, en ce moment, vous vous penchez sur la santé des habitants pendant les vagues de chaleur avec l'INSERM. Et Rémi Perrin, vous poursuivez les travaux sur la réutilisation justement de ces eaux non conventionnelles grâce aux toitures végétalisées et sur les solutions de toiture terrasse pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc on l'a bien vu, en fait, il n'y a pas de solution miracle. Tout ça, c'est des associations de solutions qu'il faut réfléchir en amont, concevoir les bâtiments. À la conception. Exactement, concevoir les bâtiments dans le neuf, évidemment, pour intégrer tout ça. On ne manquera pas, en tout cas, de suivre l'avancée des travaux de chacun. Merci à vous quatre d'avoir participé et de nous avoir éclairés sur la question. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Le contenu de ces échanges sera également repris dans le dossier du prochain numéro d'Étanchéité Info qui paraît au mois de juin. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. Merci.